si vous êtes sur Europe 1, si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes avec Gabriel Cluzel, Éric Tegner et puis Jean-Philippe Tanguy, le député RN de la Somme. Nous parlons de la une du JD News. Macron, un président à bout de souffle. Nous parlons aussi du Groenland. Vous allez voir jusqu'où je peux aller, dit Donald Trump, qui menace une nouvelle fois le Groenland lors d'une conférence de presse qui se tenait ce matin. Donald Trump a menacé une nouvelle fois et cette déclaration survient quelques heures avant son départ pour Davos. On a en ligne Marie-Christine qui nous appelle de Lyon et qui nous dit que le président n'est pas à bout de souffle. C'est-à-dire, ensuite, Éric Tegner, je vous donne la parole. Bonjour Marie-Christine. Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir discuter avec vous. Merci ma chère Marie-Christine. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, j'embrasse Corinne. Corinne, c'est la maman de Jean-Philippe Tanguy qui nous écoute, je l'embrasse très fort. J'embrasse aussi une dame qui s'appelle Lolita, qui est la maman d'un certain Jean-Christophe et qui nous écoute aussi régulièrement. Alors dites-nous tout Marie-Christine, dites-nous tout. Alors moi je vous dis que le président il est à bout de souffle, il est plus qu'à bout de souffle. Il aurait déjà dû dégager depuis longtemps. Quand on voit qu'il veut se positionner pour la guerre, enfin, que nos enfants aillent faire la guerre, alors qu'il n'est pas fichu de gérer un groupe d'individus qui fichent le bazar à Marseille, que la société, les employés sont obligés de déménager, oui, on en parle, c'est un gag, on marche vraiment sur la tête. Effectivement, c'est vrai qu'on peut se dire effectivement qu'il a encore du souffle pour pouvoir faire face à l'extérieur peut-être, mais pas à l'intérieur du pays, c'est ça? Ah non, à l'intérieur du pays, mon Dieu, il n'y a plus rien qui vaille depuis bien longtemps. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Merci beaucoup, Marie-Christine, d'avoir pris le temps, d'avoir été patiente d'ailleurs en ligne sur Europe 1. Et pour en témoigner, selon vous, le président n'est pas à bout de souffle. Il est juste incapable de gérer la France et aurait dû partir depuis un moment. Merci beaucoup, Marie-Christine. Et n'hésitez pas à nous appeler au 01 81 39 21 pour réagir sur Europe 1. Éric Tegner veut interroger notre invité, Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. Oui, j'ai une question que je te trouve importante. En ce moment, on voit que on est complètement démunis face à Trump, mais on l'est aussi parce qu'on a un problème d'endettement. C'est-à-dire qu'au final, les Américains, ils n'ont pas forcément besoin d'envoyer des troupes au Groenland. Il suffit qu'ils fassent un raid financier contre notre dette et ça en sera terminé d'une certaine façon. Mais le problème, c'est qu'alors qu'en ce moment, il y a cette problématique, qu'également on voit la surtaxe, l'augmentation des impôts, etc. Est-ce que vraiment le Rassemblement national incarne cette révolte fiscale, incarne cette possibilité de réduire drastiquement quand même le nombre de fonctionnaires, etc. Et pourquoi je vous la pose? Parce que Jean-Philippe Tanguy, et je ne vous caricaturerai pas comme socialiste, je connais votre travail minutieux en commission des finances, mais est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un sujet sur le fait qu'on a toujours l'impression qu'au Rassemblement national, et vous incarnez peut-être cette ligne, il y a une tentation étatiste, c'est-à-dire que à la fin des fins, vous allez laisser plus de fonctionnaires, vous allez laisser quand même certains impôts, vous allez refuser de faire certaines économies. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le précédent, Emmanuel Macron qui promettait lui de baisser 120 000 fonctionnaires, il les a augmentés. Il se présentait comme libéral et il ne l'a pas fait. Alors vous qui ne vous présentez pas comme libéral, est-ce qu'on peut ne pas être inquiet sur ça? Alors il vous répond, Jean-Philippe Tanguy. Mais merci pour votre question, elle est importante. Moi je propose aux Françaises et aux Français d'aller voir nos votes et d'ailleurs les attaques de nos adversaires. Vous voyez, la semaine dernière, on a fait adopter un amendement de baisse de 5 milliards des dépenses des collectivités territoriales sur les grandes régions et les intercommunalités. Tout le monde nous est tombé dessus, tous les corps intermédiaires, l'AMF, Région de France, le gouvernement, tous nos adversaires, puisque tous les groupes ont voté contre, mais ils étaient tellement peu nombreux que le groupe de Rassemblement national était mobilisé, a pu le faire passer. Voilà, donc nous on assume, on n'a pas reculé. On a dit oui, les grandes régions, les intercommunalités, faut faire 5 milliards d'économies. Nous, on n'a pas de double discours. Donc on fera ce plan. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous avez dit, c'est le redressement national, c'est l'indépendance nationale, il faut baisser la dette. Le contre-budget qu'a proposé Marine Le Pen, c'est le seul contre-budget qui permet d'arrêter l'effet boule de neige de la dette. C'est-à-dire que dès la première année, on faisait diminuer la dette. Alors la première année, c'est une petite diminution, mais déjà arrêter ce phénomène d'entraînement complètement dingue dont parlait Georges tout à l'heure, c'est déjà un effort considérable. Et non, nous, on n'est pas étatiste, on pense que justement, l'État obèse ne fait plus son travail. Donc il est partout, il est nulle part. Il doit être sur les grandes stratégies, sur les grands chantiers d'avenir, par exemple le nucléaire. Oui, le nucléaire, vous voyez, l'État était partout, il a quand même saccagé le nucléaire. La défense nationale, on est en retard sur les munitions, les grands programmes. On a des militaires valeureux et extrêmement compétents, mais ils n'ont même pas assez de munitions. Enfin, quand on sait que Le Cornu, ministre de la Défense, désormais Premier ministre, reconnaissait qu'en fait, il n'y avait même pas assez de munitions en France. Écoutez, c'est pathétique. Voilà, quand on dépense 57% de l'argent des Français dans la dépense,
et qu'on n'est même pas capable d'avoir des munitions. On voit bien que l'État est partout et nulle part. Jean-Philippe Tanguy, député RN sur Europe 1. Avant de laisser quelques questions à Gabriel Cluzel, on a Ted qui nous appelle, Robert aussi. Bonjour Ted, vous nous appelez de Lyon et vous voulez poser une question à Jean-Philippe Tanguy. Vous dites que j'aimerais bien voter RN, mais j'ai peur. Attendez. Allô, vous m'entendez bien? Oui, Excusez-moi, je pas de bruit. Oui, exactement. Bonjour. Oui, Déjà, bonjour. merci de m'être à l'antenne. Monsieur Tanguy, je dois dire que je vous écoute beaucoup dans tous vos débats et tout ça. Je vous trouve passionnant. Moi, je veux voter RN, vraiment. Mais j'ai un petit peu peur, en fait, que si vous faites une erreur par rapport à votre budget ou par rapport à quelque chose, vous prenez pas vos responsabilités et vous discréditez l'ancien président et l'ancien gouvernement comme font la majorité des politiciens. Et c'est ça, en fait, qui me bloque d'une certaine manière. Jean-Philippe Tanguy vous répond, mon cher Ted. Vous pouvez me répondre à ça. Merci beaucoup. Oui, bonjour et merci pour vos mots. Écoutez, c'est une inquiétude légitime parce que c'est sûr que voter Rassemblement national, c'est une rupture avec le système ancien. C'est pour ça qu'on critique. C'est qu'on ne critique pas tant les personnes. Parfois, ça peut nous arriver de déraper. On est des êtres humains, évidemment. On peut faire des erreurs. Mais nous, on critique un système d'abandon. Donc, vous voyez, avec le budget, des augmentations d'impôts, des finances publiques qui partent dans le décor. Alors, moi, pour vous rassurer, c'est peut-être avoir un raisonnement qui va vous surprendre, mais c'est de toute façon, le Rassemblement national n'a pas le choix d'assumer. Car nous avons tellement d'adversaires dans le système. On n'a pas d'a priori favorable de l'Union européenne, de la finance internationale. Donc nous, on n'a pas le choix que de réussir. Voilà, comme le général de Gaulle, nous n'avons que Vous des allez hériter adversaires d'une dans le France. système, voilà. Et donc, on n'a pas le choix que de réussir. De toute façon, si on fait une ça va être erreur, compliqué. Hein. si on fait une erreur, de toute façon, on dégagera. Voilà. Donc nous, on n'a pas envie de faire d'erreur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on présente tout en avance. Vous voyez, la présentation, je ne sais pas si vous l'avez vu, que Marine Le Pen a fait du contre-budget, elle est vraiment très précise. Et vous pouvez constater que tout ce qu'on a annoncé à la presse, on l'a déposé au Parlement, on l'a défendu sans aucun changement. Ça vous convient comme réponse, mon cher Ted, ou pas? Ted, 31 ans, qui nous appelle de Lyon. Oui, ça me convient. Bon, voilà, un électeur de plus, voilà, en direct sur Europe 1. Faut juste voir la preuve dans les faits. vivant. Mais oui, c'est les seuls, en fait, assez cohérents dans leurs décisions, en espérant que ça reste comme ça. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat en direct sur Europe 1, mon cher Ted, qui nous appelait de Lyon. On a Robert qui nous appelle d'Ardèche. Bonjour Robert, vous dites que c'est très facile de critiquer, mais on a bien besoin d'un budget quand même en France, c'est ça? Oui, bonjour Christine Cavier. Bonjour Robert. Félicitations pour votre émission. Merci, c'est adorable, mon cher Oui, Robert. je téléphone d'Ardèche parce que je suis dans un petit village, j'ai 77 ans, donc j'ai un petit peu de vécu. Déjà, une voix de jeune homme en tout cas. Hein. Merci. C'est vrai. Déjà, je voudrais faire un aparté, c'est-à-dire que je suis un petit peu fatigué de voir ces gens, que ce soit le RN, que ce soit les socialistes, que ce soit Mélenchon, enfin voilà, qui se crament tous de Gaulle. Je veux dire, j'ai vécu de Gaulle, je sais qui c'est. J'ai même serré la main du général de Gaulle, c'est une fierté pour moi. Oui. Et de les entendre maintenant, tout le monde est gaulliste, j'avoue que ça me fatigue un petit peu. Voilà. Donc je vois bien qu'ils se retournent un petit peu sur leur sillon, tous ces gens-là, et savoir tout ce qu'ils ont dit contre le général de Gaulle quand il était au pouvoir. Bon, ça c'est une chose, c'est dit, je serais content de l'avoir dit. Oui, maintenant, concernant le budget. D'autant plus que Jean-Philippe Tanguy, je ne vous dis pas, mais il a un pins avec la croix gaulliste sur sa veste. Jean-Philippe Tanguy, il a la croix gaulliste sur sa veste, il va vous répondre dans un instant. Dites-nous. Oui, bon, d'accord. Bon. Ça, c'est pas parce qu'on a la croix gaulliste qu'on est forcément gaulliste. Non, mais il va vous répondre. Et sur le budget, vous dites voilà qu'il faut bien quand même un budget. Et oui, il faut quand même un budget. Oui, mais pas n'importe quel budget quand même, non? Non, mais je suis bien d'accord qu'il ne faut pas n'importe quel budget, mais plus vous retardez... Est-ce qu'au nom d'avoir un budget, il faut accepter un budget socialiste? Bon, c'est la question que je vous pose. On marque une pause, Robert, et on revient tout de suite. Vous restez en ligne avec nous depuis l'Ardèche? Bien sûr. À tout de suite sur Europe 1. Et comme Robert, réagissez au 01 80 20 39 21. Vous avez la parole entre 11h30 et 13h avec Christine Kélis. Oui, Robert qui nous dit que voilà, c'est quand même facile de critiquer, mais qu'on a besoin de budget. Qu'est-ce que vous lui répondez, Jean-Philippe Tanguy? Mais moi, je comprends les remarques de Robert, mais je lui fais remarquer que non, en fait, en France, la Constitution permet de
se passer d'un mauvais budget. Les services publics continuent à être financés avec ce qu'on appelle la loi spéciale par 12e, c'est-à-dire que chaque mois, les services de l'État sont reconduits, donc on n'a pas besoin de voter toujours plus d'impôts, toujours plus d'endettement. Voilà, pourquoi voter un budget, c'est ce que répète la télévision toute la journée, si c'est pour aggraver la situation. Qu'est-ce que ça résout ce budget? Rien du tout. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu des fausses idées, malheureusement, qu'on fait passer dans l'opinion publique en faisant peur. De toute façon, il ne reste que ça au Macronisme, c'est toujours faire peur. On a besoin d'un budget, on ne sait même plus pourquoi. Faut partir en guerre partout. Alors, c'était contre Poutine, maintenant c'est contre Donald Trump, bientôt ce sera contre la Chine. Voilà, voilà, tout ça est complètement illusoire. Et on en revient finalement paradoxalement à la discussion qu'on avait au début. Le but, c'est de désespérer les Français, de les déprimer, en leur faisant croire que rien d'autre n'est possible, qu'il n'y a pas d'alternative. C'est une vieille stratégie des régimes illibéraux. C'est faire croire qu'il n'y a pas d'alternative. Bah si, il y a une alternative. C'est pas forcément celle... Voilà, moi j'espère que ce sera celle du Rassemblement national, mais je prétends pas avoir la science infuse. C'est les Françaises et les Français qui décident. Jean-Philippe Tanguy sur Europe 1. Robert, peut-être une dernière question, ensuite la parole à Gabriel Cluzel. Allô. Oui, Robert. Non, simplement, je suis très mitigé sur cette réponse parce que dans les petits villages, les mairies, les choses comme ça va être c'est assez dramatique s'il n'y a pas de budget. Mais bon, je veux dire, c'est un peu le microcosme parisien. Mais bon, voilà. Robert, Jean-Philippe Tanguy vous répond. Non, mais excusez-moi, Robert, moi je suis élu de 227 communes rurales. Je passe ma vie dans des communes rurales avec plaisir, c'est beaucoup plus sympa que le microcosme parisien, ça je suis d'accord avec vous. Mais excusez-moi, ça fait 50 ans qu'on utilise les petites mairies rurales pour dire attention le budget. Mais est-ce que les mairies rurales, elles ont vu un centime descendre de Paris? Non, l'argent il va aux présidents des collectivités de communes, aux métropoles, aux grandes régions. Les petites communes rurales, elles font des merveilles avec des bouts de ficelle. Je suis désolé, Robert, il n'y a pas de lien entre le vote du budget et les dotations aux mairies. Les dotations aux mairies, au 1er janvier, les mairies de France n'ont pas été ruinées. Donc moi, j'entends ce que vous dites, mais je vous alerte parce que je pense que un certain nombre de gens qui dépensent beaucoup d'argent dans notre pays abusent de la confiance des petites communes. Merci beaucoup, mon cher Robert, d'avoir partagé avec nous en direct sur Europe 1 votre avis en disant qu'il est facile de critiquer, mais qu'on a quand même besoin d'un budget. Merci infiniment. Excellente journée sur Europe 1, mon cher Robert. Gabriel Cluzel, ensuite Éric Tegner. Oui, alors il y a une hausse d'impôts, parce que c'est de cela dont il s'agit, qui a été beaucoup relevée dans ce budget. C'est la hausse de la CSG qui va notamment s'appliquer sur les PER, puisque ça passe de 9,6 à 10,6. Alors tout ça nous amène à la réforme des retraites. Est-ce que vous pensez toujours, dans ce contexte divers démographique dont on vient encore d'avoir des chiffres, que s'accrocher à la retraite par répartition telle qu'elle existe aujourd'hui est toujours tenable? Est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, justement, encourager la retraite par capitalisation parce qu'on est passé à autre chose? Non, mais les deux ne s'opposent pas, parce que de toute façon, pour passer, même si on choisissait la retraite par capitalisation, il faudrait 20 à 30 ans de transition. Donc en fait, il faut quand même tenir les comptes dans la retraite par répartition. Et on voit bien que la justice sociale n'est pas contradictoire et pas contraire à un système efficace. Toutes les réformes, moi depuis que je suis né, on parle de réforme de retraite. Donc visiblement, ça n'a pas marché. Bon, donc utiliser seulement des réformes paramétriques, ça ne marche pas. Or, dans notre pays, il y a plein de gens qui veulent travailler, ils ne travaillent pas. Voilà, les femmes à temps partiel subissent, c'est souvent des femmes. Les personnes en situation de handicap, on pense à elles parce qu'on en parle très peu, qui veulent travailler, qui sont discriminées. Voilà, on parle toujours de fausses discriminations en France, tout le monde vient pleurnicher. S'il y a bien une population en France qui a des capacités et qui est maltraitée, c'est les personnes en situation de handicap qui ont des capacités, qui peuvent travailler, qui peuvent participer à la richesse nationale. On ne leur laisse pas leur chance. C'est des centaines de milliers de personnes qui pourraient créer de la richesse en France. Donc moi, c'est de ces gens-là que je veux parler. Alors parlons des salariés. Parce qu'on les met sur le côté. Voilà, et il y a dans notre pays, contrairement à la propagande macroniste, en gros, entre 6 et 7% de chômage. Et c'est 6 et 7% de gens qui ne créent pas de la richesse. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc il faut réouvrir des usines, encourager notre agriculture, libérer le travail. Et là, on remplira les caisses. Si on avait le même taux de chômage que les Pays-Bas, le même taux d'emploi, il y aurait 240 milliards de plus dans les caisses de l'État. Ça veut dire qu'on pourrait en rendre beaucoup aux Français. Alors, Jean-Philippe Tanguy, vous parlez beaucoup. Oui, ça c'est... Vous avez pu m'inviter, c'est ça? Non, au contraire. Je vous invite d'ores et déjà jeudi 29 janvier sur CNews. Dites-moi, Éric Tegner, une question. Ensuite, on va parler d'un autre sujet avec Marseille et les salariés d'Orange, justement. Éric Tegner, d'abord. Vous parliez d'espoir, Jean-Philippe Tanguy. Comment est-ce que quand on est un homme politique et qu'on promeut l'espoir, on peut dans le même temps être pour l'euthanasie comme vous l'êtes?
Je comprends votre question. Je dois dire que je ne m'attendais pas à cette question. Moi non plus, mais je comprends. Je comprends. On en a parlé hier. Non, mais c'est d'actualité. C'est vrai que c'est un parti pris philosophique. Il y a une liberté de vote au Rassemblement national. Moi, je tire de ma vie personnelle, des rencontres que je peux faire, que ce choix offert aux patients est important. Alors évidemment, et ce sera la condition de mon vote, ça doit se faire si les soins palliatifs sont entièrement disponibles et accessibles à tout le monde. Il est hors de question, et je ne le ferai jamais, de voter la fin de vie s'il n'y a pas le soin palliatif, parce qu'on ne peut pas choisir entre la douleur et la mort. Voter, il faut d'abord. Vous avez. Non, mais voilà, c'est une question importante que vous soulevez, Madame Kelly. Mais c'est vrai que j'ai eu à faire évidemment aussi à des personnes qui souhaitaient, qui n'en pouvaient plus, y compris en soins palliatifs, qui voulaient partir. Mais il est évident qu'il ne faut pas se laisser entraîner dans un choix philosophique entre la douleur ou la mort. Les soins palliatifs doivent évidemment avoir les moyens, mais ça coûte très cher. Ça, personne ne le dit jamais. Donc, vous voyez, il faut libérer de la richesse des Français si on veut financer les soins palliatifs, parce que sinon, c'est abuser de la confiance des gens et des bons sentiments, parce que les Français, et j'en définis promis, sont un peuple chrétien, donc solidaire, et qui veut accompagner tout le monde. Oui.